Bonjour Alexis Corbière. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Vous êtes porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. On va évidemment revenir sur un certain nombre de dossiers qui sont sur la table du gouvernement et votre façon de contrer ou de regarder cela et les moyens que vous avez justement d'incarner et au-delà de l'incarnation, de faire véritablement votre boulot d'opposition. Un mot tout de suite sur les propos de Jean-Luc Mélenchon dans le journal du dimanche aujourd'hui. Il reconnaît, je le cite, avoir perdu une bataille sur les ordonnances travail. Est-ce que vous pensez que vous allez être condamné jusqu'à la fin du quinquennat à perdre les batailles, en quelque sorte, à être impuissant, ou est-ce que vous vous dites on va y arriver? Bon, déjà, on vient d'en gagner une. Regardez Notre-Dame-des-Landes. Mais c'est vous qui l'avez gagné, Notre-Dame-des-Landes? Non, mais je veux dire, ce grand mouvement aujourd'hui, qui s'est depuis plusieurs années, d'ailleurs, s'était mobilisé sur des questions écologiques, qui parfois remportent des victoires. Mais il se revendique pas de non, vous. Mais bien entendu, attendez, quand je dis nous, c'est-à-dire le camp du progrès, de l'écologie, je hein. récupère rien, y compris nos victoires, si nous remportions des victoires. Si on avait fait reculer, par exemple, le gouvernement et qu'on l'avait empêché de casser le code du travail, ça n'aurait pas été une victoire pour Monsieur Mélenchon. Ça aurait été une victoire pour l'ensemble des travailleurs de ce pays, des gens qui ne veulent pas qu'on précarise plus. Donc, c'est pas une boutique qu'on tient. On essaie d'être un outil utile aux grandes mobilisations populaires et écologiques du pays. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que, vous savez, quand on est militant, on sait que par moment, il y a des moments où on gagne, il y a des moments où on perd, et la question, c'est comment on maintient le fil comme ça d'une résistance. Donc, cette semaine, sur Notre-Dame-des-Landes, par exemple, tous ceux qui se sont mobilisés, je parle pas de moi, moi j'ai uniquement pétitionné ou fait des choses, mais il y a des gens qui ont mené une bataille très importante, parfois sous les caricatures, les colibés, c'était pas évident, mais qui expliquaient que cet aéroport, il ne fallait pas qu'il puisse avoir lieu. Même le président de la République avait dit qu'il aurait lieu, et malgré tout, la mobilisation et le bon sens à l'arrivée, le fait que des évidences écologiques apparaissent de plus en plus comme étant une réalité, a fait que finalement ce projet n'a pas lieu. Ce que je veux dire, c'est que je veux cultiver l'espoir que, évidemment, rien ne se fait en un jour, qu'il y a un rapport de force qui est sorti de ces élections. Il est ce qu'il est. Il est à l'image de la Ve République, c'est-à-dire que tous les pouvoirs aujourd'hui sont confisqués par un homme en vérité, dans une situation très caricaturale. J'affirme ici que, même si, bien sûr que République En Marche a fait plus de voix que France Insoumise, mais 310 députés et 17 députés, 310 députés pour République En Marche et 17 députés pour France Insoumise est une vision déformée du pays. De la même manière que... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous estimez qu'il y a un problème de démocratie? Il y a un problème de fond qui est par exemple que, déjà, un électeur sur deux qui n'est pas venu voter à l'occasion des élections législatives est quelque chose de fondamental. L'homme qui vous parle, par exemple, moi j'ai été élu à Montreuil et Bagnolet avec un bon score au second tour, 57, je sais plus combien. Je pourrais pétarader, mais la réalité, c'est que c'est seulement 21% des électeurs inscrits qui sont venus voter. 80% des gens ne sont pas venus voter dans ma circonscription, dans le 93, en Seine-Saint-Denis. Et je le dis pour que je ne le porte pas comme une critique uniquement vis-à-vis des autres, mais vis-à-vis de tout le monde. Quelle conclusion on aurait dû tirer de ce système qui est à bout de souffle, en vérité? Il n'aurait pas dû le prendre, finalement. Non, on aurait dû se poser. Si nous avions été en responsabilité, on aurait dit, faut changer les institutions. Faut engager ce débat par une assemblée constituante qui intègre tout le monde avec des droits nouveaux pour les citoyens. Par exemple, le droit de révoquer les élus en cours de mandat, des droits d'interpellation, plus de pouvoir au Parlement, moins de pouvoir concentré sur le président de la République, parce que c'est ça ce que vous êtes en train de pointer. Je reviens à votre question. Où on en est aujourd'hui, c'est que la Ve République permet à M. Macron de dérouler un programme que je considère antisocial, extrêmement brutal en vérité sur beaucoup de choses, et que le pouvoir qui est le mien, et le nôtre, avec mes amis qui sont avec moi, c'est un pouvoir de mobilisation quand il le faut. Comme parlementaire, on essaie de faire le job à l'Assemblée nationale, on ne néglige pas ça, on est parmi les meilleurs parlementaires, je parle de notre groupe, on est parmi les 100 premiers députés les plus actifs, on en a même 3 parmi les 10 les plus actifs, on a déposé 2000 amendements, mais ils s'assoient dessus. Très bien, qu'est-ce qu'on fait? On continue à agir. Alors attendez, il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites. On va d'abord parler des problèmes les uns après les autres. Vous dites, on est les plus actifs. Certes, mais actifs aussi de manière très flamboyante. Est-ce que c'est pas un peu la politique spectacle? Je voudrais juste qu'on revienne sur quelques-unes de vos attitudes récemment dans l'hémicycle. Parce que si les opérateurs ne respectent pas ces engagements, alors ils ne... Madame la ministre, vous êtes la ministre des Sports, mais vous ne nous avez parlé que de compétitivité. Je voudrais vous en parler autrement, humainement. Et voilà ce que vous supprimez tous les mois par les plus démunis. Le président Mélenchon vous le montre. Elles sont à votre disposition. Donc, effectivement, visuellement,
même, je dirais, en termes sonores, vous êtes extrêmement actif. Plusieurs questions. D'abord, immédiates, puisque dès mercredi, le président de l'Assemblée nationale veut revoir le règlement de l'Assemblée nationale pour pouvoir empêcher un certain nombre de coups d'éclat que vous avez pu faire, notamment les tenues vestimentaires ou le fait d'apporter les courses. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Donc je termine sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Le boulot qui est le nôtre, c'est à la fois un travail à l'Assemblée, un travail de mobilisation et un travail de pédagogie Là, on s'arrête 2 secondes positive. sur votre travail J'entends bien. à l'Assemblée. À l'Assemblée, il faut faire le boulot. Parce que nous sommes une force de gouvernement. Et il s'agit de démontrer à ceux qui nous regardent, à ceux qui nous ont fait confiance, que si demain, le pays, la responsabilité du pays nous était confiée, nous sommes en capacité de le diriger. Et c'est pourquoi nous mettons un point d'honneur à démontrer que nous sommes de bons parlementaires, des parlementaires qui travaillent, qui déposent des amendements. Vous avez dit tout à l'heure que nous étions les premiers opposants, nous sommes aussi les premiers proposants. Et là-dessus, j'invite tout le monde qui raconte bien souvent en disant des sottises, y compris même l'ancien président de la République, que Jean-Luc Mélenchon ne proposerait rien, à regarder 350 propositions dans notre programme L'Avenir en commun et un travail considérable de présence, d'amendements sur tout ça. Bon, ils nous piétinent parce que les institutions le leur permettent. Deuxièmement, vous pointez le fait que... Ils vous piétinent. Oui, ça veut dire que quand vous présentez 2000 amendements et qu'il n'y en a aucun qui est intégré, 0 plus 0 égale la tête à Toto, vous dites qu'en face, vous avez un rouleau compresseur de gens qui n'en ont rien à fiche de ce que nous disons et qui nous méprisent. En vérité, j'exagère, je crois qu'ils nous ont intégré 2, d'accord ? C'est déjà non, mieux mais que d'accord, 0 mais plus je veux 0 dire, égale la non, mais tête à Toto. c'est un problème. C'est un problème que est sorti de ces élections, alors que République en Marche n'a pas fait plus que 3 fois plus de voix que ceux qui se sont portés pour nous aux élections législatives. En fait, ils ont 310 députés et nous seulement 17. Non, mais que c'est un problème parce que sur le fronton, il y a marqué Assemblée Mais c'est un nationale. problème pour vous. Non, c'est un problème pour les Français. C'est un problème pour les Français. Je vais mettre Pour moi, très clair. Alexis Corbière, est-ce que vous n'allez pas prendre le risque d'un décalage entre, effectivement... Moi, je suis pas décalé. Non, mais d'un décalage entre le fait que les Français attendent beaucoup de vous, puisque je le disais à l'instant, vous êtes vu comme le premier opposant, et d'ailleurs par ceux qui ont voté pour vous ou par les autres, c'est-à-dire qu'ils estiment que c'est votre rôle aujourd'hui. Et est-ce qu'il risque pas d'y avoir un décalage entre ça et votre poids réel, puisqu'effectivement, tout ça, c'est quand même beaucoup de blabla, beaucoup de gesticulation, mais assez Pardon, peu... non, mais Apolline de Malherbe, il y a pas assez beaucoup peu de blabla. résultats, Il y a assez pas peu de beaucoup- résultats Non, mais concrets. attendez, mais oui, mais je ne dis, on n'a pas les élections. Mais nous je n'avons dis pas pas l'inverse de ce que vous Je dites, ne au peux faire rien contraire. d'autre. Simplement, je dis, est-ce qu'il n'y a Non, mais pas un attendez, risque ne pour dites nous, pas du coup, beaucoup de est-ce qu'il y a blabla, pas parce qu'à l'arrivée, j'ai bien compris, je vous connais, mais je veux dire, attention, le rôle du Parlement, au Parlement, on parle, d'accord, on s'exprime, on se fait entendre. Donc je fais mon boulot de parlementaire. C'est pas du blabla, c'est du travail pour lequel des gens nous ont fait confiance. Et moi, quand j'ai été élu, j'ai dit clairement que je serais un opposant à ce que préparait Monsieur Macron. Et de ce point de vue-là, Donc, je dois- clairement, vous êtes on triche pas. C'est comme le effectivement... port salut, c'est marqué dessus opposant, d'accord, anti-Macron. Quand on vote France Insoumise, c'est pas des gens un peu troubles comme certains avec des groupes, je pense au Parti socialiste ou la moitié. Certains votent pour, contre, s'opposent au budget. Puis Chez le nous, il n'y a lendemain, pas de constructif, on est bien d'accord. non, mais c'est pas seulement constructif. Il y en a un dernièrement qui a rejoint le gouvernement, il avait voté contre le budget, maintenant il est... Enfin, bon, tout ça est absurde et continue à participer à la confusion. Pensez à Olivier Dussopt. Exactement. Alors je termine mon propos. Il faut après, parce que c'était ça, pardon, de faire le boulot d'une manière aujourd'hui. On est en 2017, il y a une société aussi de la communication, de médiatisation, et le Parlement n'est plus réservé uniquement dans le champ clos de ceux qui sont là uniquement dans les gradins. Il est regardé. Et j'assume le fait, j'utilise le jeu, mais notre groupe, qu'il y a des moments où il faut jouer du tambour un peu fort pour être entendu. Moi, je suis fier d'avoir montré concrètement ce que représentait 5 € par mois pour beaucoup de gens. Bien sûr, le président du régime a admonesté, etc. Très bien. Mais c'était un moment de dignité, pas un moment de folklorisation. Parce qu'il y avait des députés En Marche qui avaient dit 5 € c'est quasiment rien, ils ont Caster, etc. Et vous êtes venu avec un paquet Et de j'ai pâtes, montré un qu'on paquet de peut, saucisses. c'est des repas. Il y a dans ce pays 9 millions de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté. Quand on baisse les APL, qui concernent 6,2 millions de Français parmi les plus modestes, ça n'est pas rien, ça a un effet. Surtout quand, je ne sais pas si on en parlera, vous proposez un budget qui va faire en sorte que les 100 Français les plus riches de ce pays, vous le savez, les 100 Français les plus riches, le budget qui a été voté va leur rendre 1,5 million d'euros à chacun. Alors- Donc on prend 5 € aux plus modestes et on prévoit aux 100 Français les plus riches de leur rendre 1,5 million d'euros. Moi, ça me met en colère. Alors après qu'on parle chiffon et que mon ami Ruffin, parce qu'il veut montrer et mettre en valeur le sport amateur qui fonctionne avec tous ces bénévoles, ces mamans qui, les mamans, je vais dire un truc un peu, mais souvent les familles qui lavent les maillots le Il se trouve dimanche. qu'il y a un moment où Les il faut dire gens, que ça, non, c'est mais souvent non, mais la c'est pas que réalité. les Il se mamans. trouve que c'est C'est encore pas- beaucoup bref. les mamans qui lavent Non, les maillots. Oui, en plus, à tort. Mais je veux dire, tous ces gens qui prennent leur voiture pour amener les gamins, qui font ça par bénévolat, qui font un travail en plus souvent d'éducation, pas seulement sportif. C'est des gens, c'est magnifique. C'est ça le sport qu'il faut
faut défendre, pas le sport business. Et quand François il vient avec sa tribune, cette tenue vestimentaire à partir de mercredi, a priori, mais moi je veux une assemblée à l'image du peuple. Je vais vous dire, parce que il me fait rigoler le président de Rugy quand il dit qu'il veut pas de tenues qui sont caractéristiques d'une profession. Il n'a pas compris, François de Rugy, qu'un costume cravate c'est très caractéristique d'une profession. Ça s'appelle cadre sup ou cadre. Et il y a des centaines de milliers de gens et des millions de gens qui travaillent tous les jours en n'étant pas en costume cravate. Et moi je vais vous dire, j'ai plus croisé dans ma vie des gens qui portaient un maillot de foot en allant travailler que des gens comme Monsieur Villani, qui est un homme tout à fait excellent, un bel intellectuel, député En Marche, vous savez, qui lui a une lavalière, etc., et qui a une tenue assez, comment dirais-je, pittoresque. Alors, est-ce que Monsieur de Rugy a prévu d'interdire cette tenue pittoresque? Enfin, on s'en sort plus. Et Apolline de Malherbe, je sais que vous êtes attachée à l'égalité homme-femme. Comment on réglemente aussi la tenue des femmes? Tout ça est très compliqué. Vous comprenez ce que je veux dire? Revenons à l'essentiel. Notre Assemblée nationale n'est pas représentative du peuple, vraiment, dans sa composition sociale, dans la profession de ceux qui y sont. Et nous parler de morceaux de tissu me semble être une diversion. Alexis Corbière, plusieurs combats, vous l'avez évoqué de vous-même. Il y a le combat sur l'égalité homme-femme. Il semble que le gouvernement aujourd'hui tente de prendre en main cette question-là. Non, attendez, je vous laisserai pas dire ça. Dans la réforme du Code du travail qui a été fait, les entreprises n'ont plus l'obligation de donner la rémunération de leurs salariés, qui était un outil qui permettait de voir s'il y avait des différences salariales. Donc pipeau. En vérité, l'égalité homme-femme dans l'entreprise n'est pas renforcée par ce qu'ils ont fait, elle est affaiblie. Et moi, en plus, je vais vous dire aussi sur ces affaires-là, notamment les violences faites aux femmes, que j'ai connues dans ma circonscription à Montreuil terriblement avant le 31 décembre, où une femme a été défenestrée. C'est la 3e en 4 ans. Eh bien, finalement, vous savez, les moyens de l'État, ils sont pas très importants. Il a fallu 4 jours pour qu'une cellule d'écoute soit mise dans le quartier. Vous savez que, pour des raisons, j'ai interpellé. Qu'est-ce qu'il faut que l'État Non, mais j'ai interpellé, j'aimerais le dire à l'antenne de BFM, parce que j'ai interpellé le préfet, qui m'a dit que c'était la procureure, et j'attends une réponse. La dame est tombée, elle a été assassinée par son mari, qui l'a jetée du 4e étage, c'est une violence, et il a fallu 9 heures pour qu'on emporte le corps, madame. C'est resté par terre, dans une cité de l'égalité à Montreuil. Ça a profondément choqué les habitants, qui ont un sentiment de relégation. D'accord? Je dis ça parce que il y a une manifestation. Non, mais donc, on parle beaucoup, soi-disant, ce gouvernement prend en charge les. Il y a peu de moyens sur le terrain. C'est ça que vous voulez dire? Peu de moyens sur le terrain, en vérité, concrètement, quand des femmes subissent des violences. Et concrètement, sur l'égalité homme-femme dans l'entreprise. Il aurait peut-être fallu travailler en amont, là. Non, mais j'entends bien. Mais j'observe que vous dites ce gouvernement avance là-dessus. Je vous dis très concrètement, dans beaucoup d'endroits, les associations qui sont sur le terrain n'ont pas l'impression qu'il y a des moyens qui sont donnés, même si Madame Schiappa, je la connais, est une femme de bonne volonté, mais son budget il est 30% en moins que le budget précédent. Plusieurs points que je voudrais aborder avec vous, la question des ZAD, la question des médias. D'abord sur les ZAD, vous disiez à l'instant, spontanément, c'est quand même notre victoire. Concrètement, regardons la suite. C'est la victoire de tous ceux qui se sont mobilisés. Moi, je récupère pas pour moi, c'est pas mon sujet. Hein, mais est-ce que les zadistes doivent rester sur place? De quoi parle-t-on? Ils le demandent. Et bien entendu. La plupart d'entre eux disent pas d'aéroport, certes, mais cet espace doit rester un peu comme l'avait été le Larzac en son temps, oui, un espace en quelque sorte comme un laboratoire, presque une utopie paysanne. Je le souhaite. Vous le souhaitez? Je le souhaite. Non, que les vous les encouragez à rester? Mais il y a moi j'encourage rien, de toute façon ma parole, mais parce que il y a des milliers d'hectares qui étaient prévus pour être bétonnés. D'accord, qui pose un problème. Je rappelle au passage que, attention à la bétonisation des sols de notre territoire. En 10 ans, c'est l'équivalent du département du Gard qui a été bétonné. La bétonisation qui ne cesse d'avancer. Je crois qu'il y a 453 aéroports au niveau européen, un tiers sont en France. Bon, donc c'est une victoire du bon sens. Deuxièmement, ces terres qui étaient prévues pour devenir un aéroport, qu'est-ce qu'elles vont devenir demain? Il y a des gens qui se sont installés. Il y a des couples qui se sont installés, des agriculteurs qui font une agriculture alternative. C'est intéressant. Pourquoi ils resteraient pas? Au nom de quoi on va leur dire de partir? Pour quel projet? Donc, absurde. Vous vous dites, il reste. Bien entendu. Les autres ZAD. Je crois qu'il y a 15 enfants qui sont nés sur place. C'est pas des délinquants, les zadistes, hein. C'est des honnêtes gens qui sont venus là, qui se sont mobilisés, mais qui aussi proposent un projet alternatif. Il y a quand même aussi une forme de violence qui a pu être manifestée. Vous estimez non? Ça, ce sont des honnêtes gens. Non, mais on généralise pas là-dessus. Tous les gens qui sont là, dans leur grande majorité, sont des gens pacifiques, qui proposent et qui essaient de mettre en œuvre concrètement notre type de vie. C'est bien. On a mobilisé à une époque, je ne sais trop combien de fonctionnaires de police. Il y avait 5 ou 10 policiers, je crois, pour un zadiste. Tout ça est absurde. Il y a d'autres ZAD, zones à défendre. Il y a notamment celle de Bure, où il y a le projet d'un centre de stockage de déchets nucléaires. Est-ce que là encore, vous vous dites, il faut que les zadistes restent sur place? Mais il faut se mobiliser contre ça, oui. Ça fait partie de vos combats?
Mais il faut se mobiliser contre ces projets qui sont écologiquement absurdes. L'écologie est une question centrale. Hein. Je veux dire, le respect de l'environnement, la manière, le système productiviste, la manière dont il abîme nos terres, le réchauffement climatique. Donc ces militants-là sont des gens, ces femmes, ces hommes sont parmi les meilleurs d'entre nous, j'ai envie de dire, ceux qui consacrent leur vie à ces combats-là. Alors il faut le faire avec pédagogie. Moi, je suis pas pour la violence, tout ce que vous voulez, mais fondamentalement, si on reprend le dossier Notre-Dame-des-Landes, qui a commencé à une époque où j'étais même pas né, alors que je vais avoir 50 ans cette année, les années passent, mais pour vous dire combien tout ça est complètement dingue, ils ont eu raison. Le même argument qu'Édouard Philippe, le Premier ministre. Écoutez, une autre question sur la démocratie. Vous disiez tout à l'heure, il y a un vrai problème de représentation, il y a un problème aussi d'équilibre des pouvoirs, en quelque sorte, c'est ce que vous disiez au début. La démocratie, elle repose sur deux piliers, l'éducation, l'information. Ouais. C'est deux piliers sur lesquels vous estimez que vous avez un rôle aussi à jouer à la France Insoumise. Il y a eu le lancement cette semaine du média qui s'appelle Le Média, qui certes n'a pas de lien direct avec la France Insoumise, mais qui a été lancé par des piliers de l'entourage de Jean-Luc Mélenchon ou de personnalités de la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment quand même de nourrir un peu la théorie du complot en sous-entendant qu'il y aurait des médias citoyens et qu'il y en aurait d'autres qui ne seraient pas libres? Alors, on zappe de beaucoup de sujets. Déjà, bonne chance et bon vent aux médias, qui est un média nouveau dans lequel il y a des gens effectivement qui sont des amis et qui étaient engagés dans la campagne de Jean-Luc Mélenchon, mais il y en a beaucoup qui ne l'étaient pas. Parmi nos soutiens, ça va de Monsieur Poutou à Monsieur Montebourg, Monsieur Mamère est venu, je crois, cette semaine, etc. Bon, il faut regarder, que chacun se fasse une opinion. C'est très intéressant. Monsieur Mamère, il aura carrément, je crois, une chronique régulière. Exactement. Non, mais ça pour dire que c'est pas média Mélenchon. Il faut arrêter, quoi. Bon, deuxièmement, non, mais vous remarquez j'entends bien, mais je le répète. Et quand même, ce serait pas par ailleurs insultant d'être un média qui s'affiche. Vous savez, on est aussi des honnêtes gens quand on vote Jean-Luc Mélenchon. Hein, on n'est pas. Bref. Alors après, il y a un autre sujet qui est: est-ce que je suis complotiste quand je vous dis que je trouve préoccupant que dans ce pays, 80% des médias sont la propriété de 9 personnes. Est-ce que je suis complotiste quand je vous dis ça, Apolline de Malherbe? Pourtant, c'est la réalité. Est-ce que vous avez, vous, les yeux dans les yeux, vous pouvez dire non, tout ça n'a aucune conséquence, c'est pas grave, que 9 personnes possèdent 80% des médias, ça n'est pas un problème. Accessoirement, quand ce pays s'est libéré en 1945, le Conseil national de la résistance, qui réfléchissait de quelle manière on allait reconstruire ce pays, qui jetait les bases d'une sécurité sociale, d'une école, etc., s'interrogeait aussi sur la manière dont les médias devaient être libres et était contre la concentration des médias entre les mains de quelques-uns. Ça, c'est la France de 2017. Et la question de l'éducation. Ce que je veux vous dire, c'est que qu'est-ce que vous entendez par ce mot de complotiste au bout d'un moment? Parce que moi, je suis prof de lycée professionnel. J'ai été un des premiers, d'ailleurs, j'ai même interpellé à une époque mes différentes autorités pour dire que je voyais dans mes élèves parfois un obscurantisme qui se développait. Il me parlait des Illuminati, quand je parlais de la Révolution française, d'ailleurs on est le 21 janvier, on aurait pu une belle date, n'est-ce pas? Mais on parlait de la Révolution française, les élèves m'expliquaient parce qu'il y avait l'œil de la raison, que c'était complotiste, ils me sortaient des sornettes, etc. Donc je pense qu'il faut travailler contre cet obscurantisme idiot qui se développe. Mais à l'inverse, le fait de lutter contre ces théories idiotes ne doit pas nous amener aussi à considérer qu'il y a parfois des réalités qu'il faut aussi combattre, notamment le fait qu'il y ait des concentrations de pouvoir aujourd'hui entre les mains de quelques-uns, qu'il y ait aujourd'hui une oligarchie. Est-ce que quand je dis le mot qu'il y a une oligarchie, c'est-à-dire un pouvoir qui se concentre de plus en plus entre les mains de quelques-uns, est-ce que je suis complotiste? Parce qu'au bout d'un moment, on en vient nous-mêmes à faire une espèce de mélange dont on ne peut plus discuter. Oui, je considère qu'il y a des choses qui sont parfois concertées et qu'il y a des coups de main, des coups de pouce qui sont donnés. Et je vais même être provoquant. Quand on voit les unes qui ont été notamment en faveur de M. Macron durant l'élection présidentielle, je considère que beaucoup de médias ont pris quand même position culturellement, à part des photos plus ou moins sympathiques, pour M. Macron. Suis-je complotiste quand je dis ça? Je crois pas. Un mot sur cette question-là, oui. Sur la question de l'éducation. Vous voulez mettre en place une école pour les cadres. Là encore, c'est quand même aussi la même logique, c'est de se dire ce que... Non, mais il faut développer notre mouvement, mais je vais taper en touche. Si on parle éducation, il y a un danger aujourd'hui, la sélection à l'université, c'est ça qui est majeur. Là où la France Insoumise joue son rôle, vous m'en parlez tout à l'heure, 800 000 tracts sortis, nos militants les plus jeunes vont à la sortie des lycées pour dire aux jeunes lycéens, attention, ce qu'ils mettent en œuvre aujourd'hui, c'est la sélection à l'entrée de l'université. Moi, je suis d'une génération qui a commencé mon engagement en novembre-décembre 86, ça dit plus grand-chose. Il y avait un projet de loi qui s'appelait Devaquet, qui mettait en place la sélection à l'université. 1 million de jeunes se sont mobilisés. Et c'était votre premier combat? C'était mon premier combat. Et on disait pas de sélection à l'entrée de l'université. On disait le bac doit être le premier grade universitaire. Hein, et on était contre l'autonomie des universités. Là-dessus, ce que fait ce gouvernement va à l'encontre de tout ça. Et moi, j'ai tendance à penser, même si j'ai pris quelques cheveux blancs, que la jeunesse de novembre-décembre 86 et celle de 2017, on a la même aspiration. On va pas, au nom de manque de moyens à l'université, vous interdire d'aller dans l'enseignement supérieur de votre choix. On a tout à gagner comme pays d'avoir une jeunesse qualifiée. Accueillons tout de suite Henri Vernet du Parisien aujourd'hui en France.
Bonjour Henri, rebonjour. Bonjour Apolline de Malherbe. Bonjour Alexis Corbière. Bonjour. On va parler d'un premier pas qui pourrait être accompli vers la dépénalisation de la consommation de cannabis. C'est un rapport parlementaire que dévoile ce matin Le Parisien. L'idée est d'introduire des contraventions, 150, 200 euros, contraventions forfaitaires qui tiendraient lieu et place des peines de prison qui sont actuellement passibles pour les consommateurs de cannabis. Alors c'est pas la dépénalisation, mais c'est un pas vers un assouplissement quand même très net des règles actuelles. Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que c'est un débat qu'il est urgent d'ouvrir? Vous, quelle est votre position là-dessus, France Insoumise? Je ne sais pas si le débat est urgent d'ouvrir. Moi, je pense que les questions sociales doivent être au cœur des débats, mais c'est un débat qui peut avoir lieu sans problème. On a un problème de santé publique aujourd'hui qu'il faut regarder en face. Il y a de plus en plus de jeunes qui consomment du cannabis. Et le cannabis, comme l'alcool, et je vais revenir là-dessus, il faut demander à ce qu'il y ait une baisse sans doute de la consommation. Il faut l'encadrer. Il faut que les produits qui soient consommés d'ailleurs soient des produits qui ne soient pas coupés, etc. Je ne suis pas un spécialiste de ces questions-là, mais tout ce... parce que c'est dangereux. Notamment, moi j'ai des adolescents. Non mais je vais vous dire un mot. Oui, J'ai des adolescents. Mais c'est curieux quand même que vous n'ayez pas de position. Si, mais je vais vous la donner. Je suis pour la légalisation et la dépénalisation. Sur ce sujet, on a c'est travaillé. vraiment un sujet de société. Mais c'était dans notre programme. Ouais. Vous qui n'avez pas travaillé, parce que c'était dans votre programme. Ah non, vous avez commencé par dire que vous n'aviez pas de position très très précise là-dessus. Non, je n'ai pas dit ça. Je vous ai dit, comme vous me demandez est-ce que c'est prioritaire, alors, je vous ai dit, je suis pour que ce pays parle peut-être plus des coûts qui sont portés, notamment la sélection université sur le code du travail, mais ce débat doit avoir lieu. Pardon, j'ai peut-être mal exprimé, mais c'était dans notre programme. Donc je suis pour la dépénalisation et je suis même pour la légalisation du cannabis. D'accord. Quand je dis je, nous, mais j'espère que comme vous avez travaillé, vous avez vu notre programme, c'est ce que nous disons. Non mais parfois nous n'ouvrons pas des fausses discussions en disant qu'on... Bon, donc vous êtes une fois pour qu'on a dit ça, mais je tiens à dire... Oui, mais je tiens à dire, une fois qu'on a dit ça, que notamment, j'ai un peu étudié, y compris étant concerné, j'ai vu que monsieur le maire parlait de père de famille. Moi aussi, je suis père de famille. Oui, finalement, vous avez le même... Non, mais voilà, ça... Non, mais... Et pardon, donc, ce que je veux dire, c'est que il n'est pas, et c'est pas bien, notamment quand les jeunes, le cerveau se forme à l'âge de l'adolescence, consommer du cannabis peut avoir des conséquences très graves. C'est pas un produit anodin. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est aussi le cas de l'alcool, etc. Bon, et aujourd'hui, les mesures tout ce dispositif législatif qui existe, cette répression n'apporte rien. Elle fait perdre du temps à nos policiers, on gaspille beaucoup d'argent qui pourrait être consacré à des politiques de santé publique. Eux-mêmes d'ailleurs approuvent cette piste, les policiers approuvent cette piste. Exactement, donc on libérerait, on permettrait à ce que les policiers travaillent vraiment sur des sujets plus importants que ça, et ça permettrait sans doute d'encadrer après une activité qui souvent est aujourd'hui portée par des réseaux évidemment qui sont des réseaux illégaux, etc. Donc on y gagnerait. Mais comment dirais-je, ce que je voulais dire, pardon si j'ai été un peu par des chemins de traverse, moi, je suis pour la dépénalisation, légalisation, mais sans banalisation non plus. C'est un produit qui peut avoir des conséquences. Parce que légalisation, ça veut dire, en effet, ça a été dans le programme de plusieurs candidats, ça veut dire qu'en gros, le marché serait contrôlé directement par l'État. Oui. On peut dire que l'État deviendrait, comme il est débitant de tabac, il serait également débitant de drogue douce. Comme avec l'alcool. Tous les médecins, on pourrait faire un beau débat, vous l'avez peut-être déjà fait, l'alcool aussi, c'est dangereux, hein. Que les choses soient claires, la consommation d'alcool et bon voilà, et la cigarette aussi, d'accord. Elle est autorisée mais contrôlée par l'État. D'accord, faisons la même chose. Après, je vous assure, moi, comme élu, là encore, j'y reviens à Bagnolet notamment ou même à Montreuil. C'est une activité économique qui prend beaucoup de place, donc il faudrait réfléchir du dossier complexe, de quelle manière des gens qui jusque-là avaient des activités peut-être dans la clandestinité deviendraient demain... Et du coup, l'État pourrait avoir la mainmise. Et on aurait la mainmise et ça permettrait de... D'accord, donc pour conclure, sur ce thème-là, vous dites à Macron, allez-y, brisez ce tabou. Oui, si vous voulez le dire comme ça, ok. Ah oui, il faut des tabous dans une société. Hein. Par ailleurs, moi, je suis pas pour briser le tabou. Je le répète que la surconsommation d'alcool, de cannabis et même de cigarettes, c'est pas bon pour la santé. C'est pas ça le sujet. Hein. Je suis pas un laxiste. Je fais pas croire. Mais aujourd'hui, je crois qu'il y a 700 000 personnes qui fument chaque année, 1,5 million. Enfin, la France est le premier toutes les statistiques montrent que quasiment 2 jeunes sur 3, ils ont fumé dans leur vie. Bon. D'accord. Alors, sur le sujet, le dossier des migrants, cette semaine, le défenseur des droits, Jacques Toubon, a demandé au gouvernement de retirer la circulaire Collomb, ce qui prévoit donc des démarches administratives au sein des centres d'hébergement, d'accueil d'urgence. En gros, c'est ce que les associations dénoncent comme le tri des migrants sur place. Est-ce que vous appuyez le défenseur des droits là-dessus? Comment vous réagissez à ça? Je trouve que monsieur Jacques Toubon, par sa déclaration, fait œuvre utile et occupe sa fonction avec dignité.
C'est un homme pourtant, vous voyez, qui vient, on se souvient, il était ministre toute autre famille que la Qui famille était politique. RTR à l'époque. Voilà, où, mais qui a sur LR cette s'appelait question-là comme une rigueur qui l'amène à dire ça ne va pas. Y compris ce discours contre les associations humanitaires, ça n'est pas acceptable. Il a parlé fort et j'aimerais qu'il soit entendu de la même façon que j'ai vu que monsieur Pisani-Ferry, qui était un soutien de monsieur Macron lors de l'élection présidentielle, a fait une tribune, je crois que c'est dans le Nouvel Obs, disant que il ne se reconnaissait pas dans aujourd'hui ce qui était proposé dans la politique de migration. Car de quoi s'agit-il? Tout ça est en vérité un discours idéologique de la part de monsieur Macron. Alors lui dit que c'est pragmatique. Non mais c'est la même chose, enfin pragmatique, c'est la 10e, 11e loi. C'est les capacités de la France. Mais on réglera pas le problème par tout ça, c'est pas en faisant croire que le problème c'est les associations humanitaires qui font un travail magnifique, qu'elles seraient responsables de ce grand phénomène que nous avons à aborder en 2017. C'est la question du 21e siècle, celle des grandes migrations. Pour quelles raisons des gens quittent leur pays? Parce qu'il y a des migrations qui sont des migrations climatiques, il y a eu des guerres, il y a des traités de libre-écge qui ont fait exploser des économies locales. Non mais est-ce qu'on a le droit? Parce que moi je vais vous dire une chose à la politique, j'en ai ras-le-bol qu'on m'interroge sur alors qu'est-ce que vous proposez sur l'immigration et combien on va arrêter les gens? De vous demander ce que vous pensez. Non mais j'entends bien, non mais ce que je veux dire c'est que si on prend le débat comme ça, alors le barbelé, à quelle hauteur on met? Est-ce qu'on met 3 rangs de barbelé, 4 rangs de barbelé? Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Réglons le problème. Les migrations climatiques, ça prendra du temps de manière. Aucune solution. J'en ai assez de la démagogie de celui qui veut faire croire qu'il a la solution pour empêcher des hommes et des femmes de quitter leur pays. Non mais attends, c'est important. On fait vivre le droit d'asile, on accueille. Il faut plus de moyens pour accueillir. On accueille. Écoutez, on accueille. Actuellement, il y a 100 000 demandes. Combien mais 100 000 pour un pays de 66 millions d'habitants, je veux dire, faut arrêter de faire croire. Donc on accueille des demandes, non pas 100 000. On peut accueillir plus, mais à condition, j'aimerais qu'on soit cohérent sur le fait que la solution aujourd'hui à ce grand phénomène mondial n'est pas de dire la France va accueillir tout le monde, c'est absurde. C'est comment, tout en jouant notre rôle, que nous pouvons accueillir. Il y en a quand même que vous ne pourrez pas accueillir, ça que je veux dire. Écoutez, d'abord accueillons, d'accord? Faisons vivre le droit d'asile. Et le faisons-le avec dignité, avec des moyens réels, en ne faisant pas croire que notre problème de pays... Non, j'aimerais terminer là-dessus. En ne faisant pas croire que si nous avons aujourd'hui 6 millions de chômeurs, 9 millions de gens sous le seuil de pauvreté, c'est en raison du fait que des femmes et des hommes fuient le pays dans lequel ils sont nés pour essayer de trouver un quotidien un peu meilleur. Donc, non, attendez, c'est important. Le droit d'asile, on l'a fait vivre au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, quand notre pays était vraiment dans des grandes difficultés. Aujourd'hui, économiquement, nous restons la 5e ou la 6e puissance mondiale. 100 000 personnes... Emmanuel Macron dit tous ceux qui sont éligibles au droit d'asile seront accueillis. La question, c'est plutôt les autres. Qu'est-ce qu'on fait avec les autres? Alors, c'est pourquoi, en même temps que j'aimerais qu'il y en ait une réflexion d'ensemble pour dire, mais est-ce que ces traités de libre-échange, qui notamment avec d'autres pays de l'autre côté de la Méditerranée, qui ont fait en sorte que des femmes et des hommes qui travaillaient la terre ne peuvent plus travailler la terre, est-ce qu'on continue à aller vers ce libre-échange absurde? Je glisse un peu, par exemple, les mêmes qui nous font des trémolos, le traité CETA, par exemple, de libre-échange entre la France et le Canada, qui va faire du mal à notre agriculture, ou d'autres traités entre l'Union européenne. Non mais c'est fondamental. Parce que sinon, si on s'interroge pas sur les causes et qu'en permanence on me fait sauter à la corde sur comment vous faites, voilà, qu'est-ce que je vous dis? On l'a bien compris. Oui, mais j'aimerais que ce soit entendu. Enfin, mardi plutôt commence à l'Assemblée l'examen du texte Collomb, de la loi donc sur l'immigration. Jean-Luc Mélenchon. Collomb, il fait du mauvais sarco, je vais vous dire, j'en ai ras-le-bol, moi. Et lui-même, il dit je veux pas être le facho de service. Vous pensez que lui qu'il est le facho de service? Ça c'est un terme. Après, je veux dire, comme je pense qu'il faut pas banaliser ce qu'est l'extrême droite et le fascisme, c'est pas la même chose. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il fait entendre une parole qui consiste à dire, et pas seulement lui, le président de la République aussi, c'est la faute des associations. Alors que c'est les meilleurs d'entre nous, des femmes et des hommes qui donnent leur temps. Alors eux seraient responsables. Deuxièmement, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Y compris que parfois les forces de police dans certains endroits sont allées lacérer des tentes, détruire des alors que des pauvres gens étaient hébergés. Vous voyez, il met en œuvre des choses que même la droite dure jusque-là n'avait pas osé faire. Cette semaine, alors que ça n'aura aucune efficacité. Cette semaine, on vous entendra à l'Assemblée. Mélenchon, il dit ce matin dans le JDD, il dit ce sera encore une loi vaine. Bah oui, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça sert à rien. Oui, ça sert à rien. Parce qu'on a, je vous dis, 10 ou 11 lois sur l'immigration qui cette fois-ci allait régler le problème. On allait être cette fois-ci les durs de dur, ça allait plus. Et chaque fois, c'est le pipeau, parce que le problème une fois de plus, c'est pourquoi des femmes et des hommes quittent leur pays. Qui sont ces gens? Est-ce que vraiment il y a eu des mesures qui ont été prises et la France a joué un rôle allant pour que ces grands désordres soient réglés? Aucunement. Vous avez parlé tout à l'heure du président des riches. C'est une expression au départ de Jean-Luc Mélenchon qui a fait florès dans toute la société française aujourd'hui. C'est une réalité. Je redis mon chiffre. Les 100 Français les plus riches, grâce à Manu, président de la République, ils vont récupérer 1,5 million d'euros. Les 100 Français les plus riches, c'est jackpot quand même. On en parle tout de suite de ce jackpot avec Edwige Chevrillon. Retrouvez l'appli BFM TV sur votre tablette.
Votre homme a décidé de faire la cuisine? Dommage. Heureusement, Chantecler Force et Respect élimine la graisse partout, même sur le linge, avec force. Et traite votre peau avec respect. Chantecler Force et Respect dégraisse tout, reste doux. Existe aussi en lessive. Il y a ceux qui pensent que le mobile est simplement mobile. Non. Et ceux qui savent qu'il peut être automobile. Avec le Link System, vous pouvez accéder à vos applications favorites directement sur l'écran tactile de votre véhicule. Maintenant disponible sur Fiat 500X, le nouveau crossover. À partir de 149 € par mois sans condition. Soyez vraiment mobile avec la famille Fiat 500 Mirror à découvrir même ce dimanche. Déjà debout? Ouais, il faut qu'on rende le chalet impeccable si on veut récupérer notre caution. Ah, c'est sûr, le proprio a l'air hyper maniaque. Oui, ça je te confirme. Bon, en même temps, je le comprends. Hein. La moindre des choses, c'est de rendre le chalet comme on l'a trouvé. C'est sûr. Bah, mon amour, fais attention. Heureusement que je suis là. Je rêve. Ménagez-vous, les lingettes multi-usages sont à seulement 1,99 € chez Lidl. Tu veux pas manger à table plutôt? Bon, pourquoi? Lidl, le vrai prix des bonnes choses. La Réunion, l'île intense. À la Matmut, la générosité s'est allée au-delà du bonus 50 en accordant aux bons conducteurs jusqu'à 65% de bonus. Sûr? Sûr. Oui, pardon. La petite pièce. Matmut, ma valeur sûre. Ça y est, on l'a! On l'a! Est-ce que vous avez déjà eu un canapé aussi grand? Testez un peu le confort, le moelleux. En plus, il est super spacieux et on s'y sent bien. Cuir Center. On est tellement bien. Nous savons faire des canapés. Vous saurez les aimer. Et chez Cuir Center, les prix sont exceptionnels sur toute la nouvelle collection cuir. Profitez-en dès maintenant. Grâce à Culligan, dites stop au calcaire, traces de pesticides et de nitrates. Jusqu'au 23 janvier, 200 € offerts. Culligan, le meilleur de l'eau. Prenez le départ du Tour de France depuis votre salon avec la gamme des vélos Proform Tour de France. Les seuls vélos qui vous emmèneront sur les étapes du Tour ou qui vous permettront de tracer votre propre parcours en vous offrant les mêmes sensations que sur route. Les vélos Proform amènent le Tour de France chez vous. Disponible sur proformfitness.fr. Envie de voir plus grand? Beaucoup mieux. La vie en grand, avec le nouveau SUV, Grandland X. Opel, l'avenir appartient à tous. Découvrez le nouveau SUV Opel Grandland X à partir de 239 € par mois, entretien compris. Portes ouvertes ce week-end. Pour réserver vos vacances, on fait ça chez vous ou chez nous? Et on part où? Portugal? Pérou? Formidable, Machu Picchu. Et on voyage en amoureux, avec ses enfants? Et puis sur place, on mange local. Ou japonais, si on préfère. Avec son appli, on choisit. Alors, on valide ou pas? Avec les nouveaux outils connectés à base voyage, on va loin pour vous faire voyager. Rebonjour Edwige Chevrillon. Rebonjour Apolline, bonjour Alexis Corbière. Bonjour. Lorsque vous voyez Emmanuel Macron qui accueille demain à Versailles 140 chefs d'entreprise étrangers pour qu'il leur dire allez, investissez en France, créez de l'emploi. Ensuite, il va aller à Davos pour plaider pour une mondialisation plus équilibrée. Est-ce que vous dites, bon, il fait quand même son job de VRP de la France?
Non, mais qu'on dise à des gens venez investir en France, etc. Pourquoi pas? Le problème, c'est que quand on accompagne cela de mesures consistant à dire pour qu'ils viennent investir, je vais affaiblir le code du travail, faciliter les licenciements, précariser les uns et les autres, ubériser la société, ça j'en veux pas. Je veux pas ça pour vous, je veux pas ça pour moi, je veux ça pour personne. Moi, je veux pas que demain vous soyez licencié sauvagement, si je puis dire, et que vos indemnités chômage. Non, mais c'est le fond du débat. Parce que c'est pas sauvagement, puisque les syndicats ont leur mot, en l'occurrence sur la fameuse rupture conventionnelle collective. Oui, mais il y a quand même un plafonnement, par exemple, des indemnités chômage qui est prévu dans cette loi. On va revenir là-dessus, non, mais ce que je veux dire, c'est que... Le fait qu'ils se donnent du mal pour dire à des investisseurs étrangers, venez créer des emplois en France, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose ou vous pensez que non, parce que ça se fait au détriment d'avantages pour les Français? Non, mais je répète ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas pour que c'est en faisant une espèce de zone de moins-disant social que il faudrait faire venir les gens. Je pense qu'il faut défendre des projets, et j'ai un peu une faiblesse d'ailleurs de ce que nous propose le président Macron, vers où va aller le pays dans les années qui viennent pour créer de l'emploi. Nous, par exemple, Jean-Luc Mélenchon a porté ça pendant la campagne présidentielle, se tourner vers la mer, l'économie de la mer, on avait prévu 700 000 emplois peuvent être créés, la transition écologique, dire on va sortir du nucléaire, le nucléaire qui nous a beaucoup apporté à une époque, mais on va pas sortir du nucléaire du jour au lendemain. D'ici 2050, comment on fait? Quel type d'énergie? Quelle filière industrielle? Non, mais quelle filière? Parce que si c'est pour faire venir tout et n'importe quoi comme investisseur, vous comprenez ce que je veux dire? On peut s'interroger sur le type aujourd'hui d'investissement que nous voulons. Si c'est dans l'intelligence, si c'est dans le numérique, si c'est de l'intelligence artificielle, tout ça, c'est plutôt positif. Oui, bien sûr. Enfin, je crois m'être fait comprendre. On peut s'interroger aussi. Et par ailleurs, la France est un pays attractif en vérité, parce qu'il faudrait arrêter ce. Quand il dit la France est de retour, Emmanuel Macron. C'est modeste, hein. Alors franchement, c'est vrai. Non, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai vu même qu'il parlait de lui-même en disant que la France avait subjugué le monde entier par l'élection d'un jeune président de 39 ans. Je sais pas sa taille de chapeau, mais à mon avis, à l'Élysée, ils sont passés de différentes tailles. Non, mais il faut tranquille. Emmanuel Macron, je sais que vous voulez m'interroger sur les questions économiques, mais il a été élu sur une mer déchaînée d'un point de vue civique. La France est dans un état d'ébullition. Et je ne crois pas un instant. À cause du chômage, notamment. La chômage, la pauvreté, les inégalités, etc. Voilà. Mais vous avez raison. Je reviens à mon sujet. Je ne crois pas, comme je ne crois pas, mais on pourra juger, vous me réinviterez, ou moi ou mes amis, que les mesures mises en place par ce gouvernement vont régler le problème du chômage. Je pense même que ça va approfondir le problème. Le Manu, il a beau être tout souriant et considérer que la France est de retour. Rendez-vous dans un an ou deux, ou même avant, parce que je crois, mais je peux me tromper, que le chômage va continuer à s'aggraver. Est-ce que vous espérez vous tromper? Quelque part, j'ai envie de dire oui. Moi, je suis pas un cultivateur de misère, c'est pas mon sujet. Mais ce que j'ai vu dans les ordonnances Macron, c'est des choses déjà qu'on a déjà vues. Le problème dans ce pays, c'est le code du travail. Les patrons auraient peur d'embaucher, donc il faut qu'ils puissent licencier. Franchement, les arguments, ils étaient légèrement poussiéreux. On les avait déjà entendus. Vous expliquez à ce moment-là que, quelque part, les Français vous ont pas suivi, justement. Jean-Luc Mélenchon l'a reconnu. Sur la réforme du code du travail, les Français n'ont pas été derrière vous dans la rue. Alors c'est peut-être la faute aux syndicats, c'est peut-être la faute... Effectivement, non, je prends les arguments de Jean-Luc Mélenchon, donc je prends déjà, pas les je veux dire gloire aux syndicalistes, à ceux qui se mobilisent, qui prennent des risques, etc. Après, on peut discuter des stratégies de direction syndicale, mais c'est un autre sujet. Ils se sont dit, bon, d'abord, on va tenter, puisque de toute manière, ça marchait pas avant. Peut-être qu'ils se sont dit ça. Peut-être qu'ils se sont dit ça. Peut-être qu'ils se sont dit ça, mais je rappelle que beaucoup d'études d'opinion démontraient qu'il y avait quand même une majorité de Français qui n'étaient pas d'accord avec ces ordonnances. Mais peut-être que beaucoup de gens se sont dit se mobiliser, perdre une journée de salaire, quelque part. C'est compliqué. Moi, j'ai l'honneur maintenant d'être parlementaire. C'est facile de parler. Mais quand on est salarié dans une boîte, se mettre en grève, etc., en ayant en plus l'impression qu'il y a des journées d'action perlées, etc. Mais ça n'amène pas pour autant que les gens sont convaincus. D'accord? Et je crois que déjà, il y a eu des grandes manifestations. Rappelez-vous, on a quand même mis beaucoup de gens, nous, la France Insoumise, quand on a appelé à manifester, et aussi les organisations syndicales. Et je répète, vous savez, on a l'expérience dans tout ça. Il y a des moments où on gagne, il y a des moments où on perd, il y a des moments où des défaites partielles annoncent peut-être des victoires demain, on verra. L'affaire n'est pas réglée. Deux questions sur les ruptures conventionnelles collectives. En même temps, donc elles vont être utilisées, en tous les cas par PSA. D'autres ont renoncé, comme Pimki. Est-ce que le fait quand même que les syndicats aient un pouvoir, le pouvoir de dire non, et qu'il faut 50% quand même à la part des syndicats, c'est quand même un garde-fou sur les ruptures conventionnelles collectives. Encore heureux, effectivement, ils ont pu s'y opposer. Oui, ça fait partie. Mais on voit bien que concrètement et pragmatiquement, vu qu'on n'arrête pas de me dire ce mot, depuis le 1er janvier quand ça se met en œuvre, on nous avait dit ça va créer de l'emploi. Qu'est-ce que c'est? Badaboum, la première annonce, c'est des plans possibles de licenciement. D'accord. Donc j'ai pas vu encore. Il y a des emplois là, il y aura des emplois chez PSA. Il y aura d'autres emplois qui vont être créés. Oui, enfin, on verra. Là, en l'occurrence, ça commence d'abord parce que le côté je supprime pour... Non, attendez, que les choses soient claires. On a quand même des boîtes, que ce soit PSA, Pinky, qui sont des boîtes qui font des bénéfices significatifs. D'accord?
Donc on est d'accord qu'on parle de groupes, d'entreprises qui font des bénéfices significatifs et qui proposent de licencier. Et il y avait une arme qui permettait de faciliter les licenciements, de donner moins de droits, moins d'exigences pour celui qui licencie. Pourquoi les syndicats ont accepté ça chez PSA? J'observe par exemple quand j'écoute Pinky, si je dis pas de bêtises, que même la CFDT, qui était plutôt allante là-dessus, est en train de dire danger. D'accord? Et les syndicats, ils ne... Bon, donc il y a une résistance, c'est bien, les gens s'aperçoivent concrètement que c'est quelque chose de dangereux, et quelque chose de dangereux, faut pas s'étonner que certains l'utilisent. Quand on met des armes en vente libre, de temps en temps, ça pose un problème. Quand on met une loi qui facilite les licenciements, ça va produire peut-être des licenciements. Toute dernière question sur l'euro. Est-ce que vous allez clarifier votre position un peu, France Insoumise, sur l'euro ou pas pour les élections européennes? Mais il me semble qu'elle est claire, notre position. Elle est un peu ambiguë quand même. C'est-à-dire, et l'euro, la question de la monnaie est un outil au service de quelle politique monétaire? C'est pas en disant je quitte ou je rentre. Ça dépend des politiques monétaires qui sont menées aujourd'hui. Aujourd'hui, le problème, c'est l'indépendance de la Banque Centrale Européenne. Et je suis pour retrouver aussi notre souveraineté sur ces questions-là. Mais et on y reviendra. Je vois Pauline de Malherbe qui fait des absolument. Parce que malheureusement, l'heure tourne, mais évidemment, la campagne des Européennes, vous y serez. On y sera aussi. On aura le temps de clarifier, nous aussi, toutes ces questions-là sur l'euro. Merci beaucoup, Edwige Chevrillon. Merci, Alexis Corbière, d'avoir été avec nous. Vous avez parlé beaucoup du Manu, le président de la République. Vous savez qu'on est cousins, il paraît qu'un généalogiste qui a dit qu'on était Emmanuel Macron. C'est le point généalogie. Vous êtes donc le cousin du Manu, Emmanuel Macron. Je respecte le président de la République, mais je combats sa politique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On l'a bien entendu. Dans un instant, vous serez avec Philippe Godin pour Priorité au décryptage. Pour ma part, je vous retrouve à partir de 18h et en même temps, à tout à l'heure. Au quotidien, une main peut contenir et transmettre plusieurs milliers de microbes. Face à la grippe, 3 gestes simples pour limiter les risques de transmission. Lavez-vous les mains plusieurs fois par jour avec du savon ou une solution hydroalcoolique.